Mes parents m'ont dit, le Père Noël n'offre des cadeaux qu'aux petits-enfants qui sont vraiment aimés par leurs grands-parents. Puis, tous les petits-enfants ont reçu des cadeaux, sauf ma fille. J'ai forcé un sourire, je lui ai mis son manteau, et je suis parti en voiture. Une semaine plus tard, les lumières de Noël scintillaient d'un air moqueur, alors que je voyais le visage de ma fille de 7 ans, Ruby, se décomposer. Autour de nous, mes nièces et neveux déchiraient le papier cadeau avec des cris de joie, tandis que Ruby se tenait les mains vides, à côté du sapin de Douglas majestueux, dans le salon de mes parents. Le Père Noël a dû m'oublier, a-t-elle chuchoté, sa voix à peine audible dans le chaos. Ma mère, Patricia, a lissé sa blouse en soie et a souri sereinement depuis son fauteuil à oreilles. Oh, ma chérie, n'as-tu pas entendu ce que papy et moi avons expliqué plus tôt? Le Père Noël n'offre des cadeaux qu'aux petits-enfants qui sont vraiment aimés par leurs grands-parents. La pièce est tombée dans le silence. Les 3 enfants de ma sœur, Margaret, se sont figés en plein déballage. Les jumeaux de mon frère, Case, ont échangé des regards confus, mais le mal était déjà fait. Les yeux bruns de Ruby se sont remplis de larmes. Vous ne m'aimez pas, nous n'avons jamais dit ça, ma chérie, a interjeté mon père, Gérald, d'un ton suave, sans lever les yeux de son journal. Le Père Noël prend ses propres décisions. J'ai senti quelque chose se briser en moi, mais j'ai gardé une expression neutre. 8 ans à être la déception m'avait appris au moins ça. J'étais la fille qui avait choisi l'enseignement plutôt que des études de droit, qui avait épousé un mécanicien au lieu d'un banquier, qui vivait dans une modeste maison de plain-pied au lieu du quartier résidentiel fermé où mes frères et sœurs s'étaient installés. Viens, Ruby, ai-je dit doucement, en attrapant son manteau. Nous devrions y aller. Mais, maman. Maintenant, ma chérie. Margaret m'a barré le chemin alors que je me dirigeais vers la porte. Amber, ne sois pas dramatique. Maman et papa ont probablement juste oublié de prendre son cadeau à l'étage. N'est-ce pas, maman? Patricia a siroté son vin. Il n'y a pas de cadeau à l'étage, Margaret. L'aveu flottait dans l'air, comme un gaz toxique. Même Case avait l'air mal à l'aise, et il soutenait habituellement nos parents en tout. Vous avez vraiment fait ça exprès. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. Nous pensions que cela pourrait te motiver, a dit mon père, en pliant son journal avec une précision nette. Tu élèves Ruby avec de faibles attentes. Peut-être que cela vous inspirera toutes les deux à viser plus haut. Ruby s'est mise à pleurer pour de bon. J'ai boutonné son manteau avec des mains tremblantes, j'ai attrapé nos affaires, et je suis sorti dans le froid de décembre. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Margaret s'élever dans ce qui ressemblait à une protestation, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne pouvais pas. Le trajet de retour a duré 20 minutes. Ruby a pleuré pendant 18 d'entre elles. Pourquoi papy et mamie ne m'aiment pas? A-t-elle demandé alors que nous entrions dans notre allée. Ils t'aiment. Ils sont juste un peu confus en ce moment. Le mensonge avait un goût amer. Mon mari, Jake, nous a accueillis à la porte. Un seul regard sur nos visages lui a tout dit. Il a soulevé Ruby et l'a portée à l'intérieur, pendant que je restais dans le garage, laissant le froid s'infiltrer dans mes os. J'avais besoin de sentir autre chose que la rage. Les SMS ont commencé 1 heure plus tard. De Margaret, c'était dur, mais tu sais comment ils sont. De Case, essaie peut-être de leur parler après les fêtes. De cousins éloignés qu'il avait entendu dire par la bande, désolé pour ce qui s'est passé, mais je suis sûr qu'ils ne voulaient pas mal faire. Personne n'a condamné ce que mes parents avaient fait. Ils l'ont simplement accepté comme une autre bizarrerie de Patricia et Gerald Morrison, les piliers de la communauté qui avaient bâti un empire immobilier à partir de rien, et qui attendaient la même ambition de tout le monde autour d'eux. J'ai supprimé chaque message. Les 3 jours suivants se sont fondus dans un brouillard de colère, et d'instinct protecteur que je ne savais pas posséder. Ruby est devenue plus silencieuse, plus renfermée. Elle a cessé de parler de l'école, a cessé de demander à inviter des amis, a cessé d'être l'enfant pétillante qui chantait sous la douche et inventait des histoires élaborées sur ses peluches. Jake a tout essayé. Il a ramené sa glace préférée, a suggéré des soirées cinéma, a même proposé de la laisser se coucher plus tard. Rien n'a fonctionné. Ruby avait intériorisé le message que mes parents avaient envoyé, elle n'était pas digne d'amour. La 3e nuit, je l'ai trouvée assise dans son placard, entourée de dessins qu'elle avait faits pour mes parents au fil des ans. Des cartes d'anniversaire avec des lettres tremblantes et plans « Je vous aime, papy et mamie ». Des portraits au crayon de réunion de famille.
Une empreinte de main en céramique qu'elle avait peinte à l'école, spécifiquement comme cadeau de Noël pour eux, maintenant déballée et oubliée dans le tiroir de son bureau. Ruby, ma chérie, qu'est-ce que tu fais? Elle a levé les yeux vers moi, le regard vide. J'essayais de me souvenir si j'avais fait quelque chose de mal, si j'avais été méchante, et si c'est pour ça que le Père Noël ne m'a rien apporté. Je me suis assise à côté d'elle, parmi les papiers éparpillés. Tu n'as rien fait de mal. Rien. Il s'agit d'adultes qui font des choix terribles, pas de toi. Mais papy a dit que le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'aux petits-enfants qui sont vraiment aimés. Alors, soit le Père Noël ne sait pas que je suis sage, soit papy et mamie ne m'aiment pas. C'est lequel, maman? Comment expliquez-vous la cruauté à une enfant de 7 ans? Comment dites-vous à votre enfant que les personnes qui devraient la protéger ont décidé de l'utiliser comme un pion pour vous contrôler? Parfois, les adultes disent et font des choses qui sont mauvaises, vraiment, vraiment mauvaises. Et ce que tes grands-parents ont fait était mal. Ce n'était pas à propos de toi, ou du Père Noël, ou de l'amour. C'était à propos d'eux, qui essayaient de me faire du mal en te faisant du mal. Et ça, c'est quelque chose que je ne pardonnerai jamais. Ruby a gratté le bord d'un dessin. Est-ce qu'on va les revoir? Pas avant longtemps. Peut-être jamais. Je n'ai pas encore décidé. Bien. Le mot est sorti, petit mais ferme. Je ne veux pas voir des gens qui pensent que faire du mal aux enfants, c'est bien. Ma fille, à 7 ans, avait plus de clarté émotionnelle que mes parents n'en auraient jamais. Cette nuit-là, après que Ruby se soit enfin endormie en serrant son éléphant en peluche usé, je me suis assise à la table de la cuisine avec Jack. Il avait fait du thé, bien qu'aucun de nous n'en boive. À quoi tu penses? A-t-il demandé prudemment. Je pense que j'en ai fini. Fini comment? Fini de prétendre que leur cruauté est acceptable. Fini de trouver des excuses. Fini d'exposer Ruby à des gens qui l'humilieraient pour prouver quelque chose. Jack a tendu la main sur la table et a pris la mienne. De quoi as-tu besoin? De temps, d'espace, et peut-être d'un avocat. Ses sourcils se sont haussés. Un avocat? Ma grand-mère m'a laissé quelque chose. Tu te souviens quand elle est morte il y a 3 ans? Il y avait une fiducie. Celle que tes parents gèrent? Gère, contrôle, appelle ça comme tu veux. Mamie Rose était spécifique dans son testament. L'argent devait me revenir quand j'aurais 30 ans. J'ai eu 30 ans en mars dernier, et chaque fois que je pose la question, papa dit qu'il y a des complications avec les papiers. C'est un avocat. Il n'y a pas de complications. Il n'y a que de l'obstruction. J'ai qu'à serrer mes doigts. Va en guerre si tu le dois. Je te soutiens. La semaine suivante, j'ai commencé à tout documenter. J'ai retrouvé la copie originale du testament de Mamie Rose qu'elle m'avait donné avant de mourir, rangée dans une boîte inifugée dans le placard de notre chambre. J'ai imprimé chaque échange de mails que j'avais eu avec mon père concernant la fiducie au cours des 9 derniers mois. J'ai rassemblé les relevés bancaires montrant que Margaret et Case avaient tous deux reçu leur distribution de fiducie à temps. Le schéma était indéniable. Mes parents avaient débloqué des fonds pour les enfants qui répondaient à leurs attentes, et les avaient retenus pour celles qui ne le faisaient pas. C'était de la manipulation financière, déguisée en procédure légale. J'ai aussi commencé à appeler des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, tante Linda, la sœur cadette de ma mère, qui avait déménagé en Oregon après sa propre brouille avec mes parents, des cousins au 2e degré qui s'étaient éloignés des réunions de famille, de vieux amis de la famille qui avaient connu ma grand-mère. Chaque conversation révélait une autre pièce du puzzle. Mamie Rose avait apparemment parlé de ses inquiétudes concernant la façon dont mes parents me traitaient. Elle avait dit explicitement à tante Linda qu'elle craignait qu'ils essaient de contrôler ou de retenir mon héritage. Ta grand-mère était vive comme l'éclair jusqu'à la fin, a dit tante Linda lors d'un appel tard dans la nuit. Elle savait exactement ce qu'elle faisait quand elle a créé ses fiducies. Elle m'a dit un jour que tu étais la seule petite fille qui lui rappelait elle-même, indépendante, peu impressionnée par l'argent et le statut. Elle voulait que tu aies une sécurité qu'on ne puisse pas t'enlever. A-t-elle dit quelque chose sur le fait que mes parents essaieraient de le bloquer? Elle a dit qu'elle avait fait tout ce qui était légalement possible pour empêcher toute interférence. Mais Amber, ton père est un avocat compétent. Si quelqu'un pouvait trouver des failles, ce serait bien lui. Alors, je dois être plus maligne. As-tu déjà un avocat? Je rencontre quelqu'un demain. Bien. Et Amber, je suis fier de toi de te battre.
J'aurais dû faire la même chose il y a des années. La réunion avec Nathan s'est encore mieux passée que ce que j'espérais. Il a examiné chaque document avec une attention méticuleuse, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions de clarification. C'est béton, a-t-il dit, en tapotant finalement la copie du testament. Votre grand-mère savait ce qu'elle faisait. La fiducie était censée vous être entièrement acquise à vos 30 ans. Il n'y a aucune disposition pour que votre père continue de la gérer après cette date. Aucune condition à remplir, rien. L'argent aurait dû vous être transféré en mars. Alors, que faisons-nous? Nous envoyons une lettre de mise en demeure formelle. Nous lui donnons 7 jours pour transférer les fonds en totalité, y compris les intérêts ou la croissance. S'il ne s'exécute pas, nous déposons une requête auprès du tribunal des successions pour manquement à l'obligation fiduciaire. Quelle est la solidité de notre dossier? Nathan s'est adossé à sa chaise, un léger sourire aux lèvres. Amber, ce n'est pas seulement solide. C'est une affaire gagnée d'avance. Votre père a violé ses obligations légales en tant que fiduciaire. Si cela va au tribunal, il pourrait être contraint de payer des pénalités en plus du montant initial. Il pourrait même perdre sa licence d'avocat si le barreau décide d'enquêter. Quelque chose de féroce et de lumineux a fleuri dans ma poitrine. Quand pouvons-nous commencer? Je peux faire rédiger la lettre de mise en demeure pour demain. Faites-le. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus déterminé que je ne l'avais été depuis des années. Ruby semblait plus légère aussi, comme si ma détermination lui avait été transférée. Elle a pris son petit déjeuner sans qu'on le lui demande, et a même souri quand Jack a fait des crêpes en forme de dinosaure. On ne va toujours pas chez papy et mamie, a-t-elle demandé entre deux bouchées. C'est ça. Pour toujours? Peut-être. On verra. Elle a hoché la tête, satisfaite. On peut aller à la bibliothèque aujourd'hui? Je veux prendre des livres sur l'espace. Absolument. À la bibliothèque, Ruby s'est perdue dans la section pour enfants, pendant que je répondais à des emails de Nathan sur mon téléphone. Il avait déjà rédigé la lettre de mise en demeure et voulait mon approbation avant de l'envoyer par courrier recommandé. Le langage était formel et intransigeant. Il exposait les termes de la fiducie, la date à laquelle elle aurait dû être acquise, le montant dû, et les conséquences juridiques d'un non-respect continu. Le lire, c'était comme tenir une arme chargée. Envoyez-la, ai-je tapé en retour. La réponse est venue immédiatement. C'est fait. Elle arrivera à son bureau demain. J'ai ressenti un pincement de quelque chose, culpabilité ou peur, je n'étais pas sûr. Mais ensuite, je me suis souvenu du visage de Ruby à Noël, de la façon dont son espoir s'était effondré dans la confusion, puis dans la douleur. La culpabilité s'est évaporée. Ruby est sortie des rayons, portant une brassée de livres sur les planètes, les astronautes et les trous noirs. Savais-tu que certaines étoiles sont si grandes qu'elles pourraient contenir 1 million de terres à l'intérieur? Je ne le savais pas, c'est vrai. Et quand elles meurent, elles explosent et créent de nouveaux éléments. N'est-ce pas cool? Elles meurent, mais elles fabriquent des choses qui deviennent d'autres choses. J'ai regardé ma fille, son visage rayonnant d'émerveillement, et j'ai pensé à la façon dont les enfants comprennent la transformation, d'une manière que les adultes oublient. Quelque chose devait mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. C'est très cool, ma chérie. Très cool, en effet. Les 2 jours suivants se sont écoulés dans une attente tendue. Je gardais mon téléphone à portée de main, m'attendant à ce que mon père appelle dès qu'il recevrait la lettre de mise en demeure, mais il n'y eut que le silence. Puis, Margaret a appelé. J'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Que veux-tu, Margaret? Ce que je veux, c'est savoir à quoi tu pensais, en envoyant des menaces légales à papa. As-tu la moindre idée de l'humiliation que c'est pour lui? Humiliation? Tu veux parler d'humiliation? Tes parents ont délibérément exclu ma fille de Noël pour me punir. Ils ont retenu de l'argent qui m'appartient légalement. Et tu t'inquiètes pour les sentiments de papa? Il essaie de te protéger de toi-même, Amber. Cet argent était censé t'aider à te construire une vie meilleure, pas à te permettre de rester coincé dans la médiocrité. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Médiocrité? C'est ce que tu penses de ma vie? Regarde où tu en es. Tu as 30 ans, tu enseignes à l'école primaire, tu es marié à un mécanicien, tu vis dans une maison qui coûte probablement moins que mon pavillon d'invités. Oui, Amber, c'est médiocre. Papa essayait de te motiver à vouloir plus. J'ai tout ce que je veux.
Un travail que j'aime, un mari qui me respecte, une fille qui est gentille, curieuse et merveilleuse. La seule chose que je n'ai pas, ce sont des parents qui m'acceptent tel que je suis. Et tu sais quoi? Cet échange me convient parfaitement. Tu es incroyablement égoïste. Cela affecte toute la famille. Non, Margaret. Cela affecte ma famille. Moi, Jake et Ruby. Le reste d'entre vous est secondaire. Et si le fait que je me défende rend les choses inconfortables pour vous, c'est quelque chose que vous devrez régler par vous-même. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, de libération. Jake m'a trouvé dans la cuisine, fixant mon téléphone. Ça avait l'air intense. Margaret pense que je ruine la famille, en exigeant ce qui m'appartient légalement. La famille s'est ruinée elle-même, quand tes parents ont décidé d'utiliser un enfant comme monnaie d'échange. Il m'a prise dans ses bras. Tu fais ce qu'il faut. Vraiment? Et si cela ne fait qu'empirer les choses? Et si Ruby pose des questions sur eux un jour, et me reproche de les avoir tenus à l'écart? Alors, nous lui expliquerons exactement ce qui s'est passé, et nous la laisserons décider de ce qu'elle ressent. Mais Amber, tu la protèges de personnes qui ont déjà prouvé qu'elles lui feraient du mal pour t'atteindre. Ce n'est pas mal. C'est être un parent. Ces mots ont apaisé quelque chose en moi. Je ne détruisais pas une famille. Je protégeais la mienne. Le jour suivant a apporté une réponse de mon père, mais pas celle que j'attendais. Au lieu d'appeler ou d'envoyer un email, il a envoyé sa propre avocate, une femme au visage acéré nommée Victoria, qui s'est présentée à mon lieu de travail pendant ma pause déjeuner. Madame Porter, a-t-elle dit alors que je sortais du bâtiment de l'école. Je suis Victoria Westbrook, représentant Gerald Morrison. J'aimerais discuter de l'affaire de la fiducie avec vous. J'ai un avocat. Toute discussion devrait passer par lui. Je comprends, mais peut-être pouvons-nous résoudre cela à l'amiable, sans impliquer les tribunaux. Votre père est prêt à offrir un règlement. Le règlement que je veux, c'est le montant total qui m'est dû, plus les intérêts. Ce n'est pas négociable. Victoria a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Votre père craint que vous ne compreniez pas toutes les implications d'une action en justice. Il est respecté dans cette communauté. Le défier publiquement pourrait avoir des conséquences sur votre carrière, votre réputation. La menace flottait dans l'air entre nous. J'ai pris une inspiration, gardant ma voix posée. Suggérez-vous que mon père userait de représailles professionnelles contre moi si je poursuis ce qui m'appartient légalement? Je suggère qu'un procès, c'est désordonné et public. Les gens parlent. Les écoles sont sensibles à la controverse. Alors, je suppose que mon père aurait dû y penser avant de violer son obligation fiduciaire en tant que fiduciaire. Dites-lui qu'il lui reste 5 jours pour se conformer à la lettre de mise en demeure. Après cela, Nathan dépose une requête au tribunal, et tout ce qui arrivera sera de sa responsabilité. Je suis parti avant que Victoria ne puisse répondre, mon cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait éclater. À l'intérieur de l'école, je me suis enfermé dans les toilettes du personnel et j'ai laissé l'adrénaline me secouer. Ils essayaient de m'intimider, de me faire reculer par la peur plutôt que par la conformité. C'était une tactique si parfaitement digne de la famille Morrison. Ne jamais admettre ses torts, ne jamais céder, simplement escalader jusqu'à ce que l'opposition s'effondre. Mais je ne m'effondrais pas. Plus maintenant. Explique-moi la fiducie, a dit Nathan, le stylo en suspens au-dessus de son bloc-notes. J'ai expliqué comment ma grand-mère, la mère de mon père, avait créé des fiducies individuelles pour chacun de ses petits-enfants. Celle de Margaret et Case avait été libérée à temps. La mienne, non. De combien parlons-nous, a demandé Nathan. Le montant initial était de 50 000 euros. Avec la croissance au fil des ans, probablement plus près de 80 000 euros maintenant. Nathan a sifflé à voix basse. Et ton père est le fiduciaire? Était. Selon les termes que mamie m'a montrés avant de mourir, son rôle de fiduciaire s'est terminé quand j'ai eu 30 ans. Après cela, l'argent aurait dû me être transféré directement. As-tu des documents? J'ai des copies de tout. Mamie s'en est assurée. Elle m'a dit un jour qu'elle savait que mes parents me voyaient comme le maillon faible de la famille. Elle voulait que j'aie une sécurité qu'ils ne pourraient pas m'enlever. Nathan s'est adossé à sa chaise. Ta grand-mère semble avoir été une femme sage. Elle était la seule à avoir jamais pensé que j'étais suffisante, exactement telle que je suis.
Nous avons passé les 2 heures suivantes à monter un dossier. Nathan a demandé tous les documents pertinents, a rédigé des lettres, et s'est préparé à déposer une plainte formelle si mon père ne débloquait pas les fonds immédiatement. Mais il y avait plus. Tu as dit que tes parents dirigent une agence immobilière, a demandé Nathan. Morrison Property. Ils possèdent des logements locatifs dans tout le comté. Je vais aussi examiner leurs pratiques commerciales. S'ils sont prêts à retenir illégalement ton héritage, ils pourraient prendre d'autres raccourcis. Je n'avais pas envisagé cet angle, mais quelque chose à ce sujet me semblait juste. Mes parents avaient toujours agi comme si les règles normales ne s'appliquaient pas à eux. Le jour de Noël est arrivé. J'ai dit à mes parents que nous ne viendrions plus aux réunions de famille, et je l'ai dit par SMS pour qu'il n'y ait aucune confusion. Margaret a appelé 6 fois. Je n'ai pas répondu. Case a envoyé un long message disant que j'étais déraisonnable, et que je faisais du mal à toute la famille avec mon égoïsme. Au lieu de cela, Jake, Ruby et moi avons passé la journée à faire du bénévolat au refuge communautaire. Ruby a aidé à servir des repas à des familles qui n'avaient rien, et quelque chose en elle a semblé s'apaiser. Elle n'était pas la seule enfant à se sentir non désirée, mais ici, elle comptait. J'aime aider les gens, a-t-elle dit sur le chemin du retour. Ça fait du bien. C'est vrai, n'est-ce pas? Papy et mamie n'aident jamais les gens comme ça, n'est-ce pas? Non, ma chérie. Ils ne le font pas, elle est restée silencieuse un moment. Je ne crois pas que je veuille les revoir, maman. C'est d'accord? Mon cœur s'est brisé et guéri en même temps. C'est tout à fait d'accord. La lettre de Nathan Brigg est arrivée chez mes parents le 2 janvier. Je le sais parce que Margaret a appelé moins d'1 heure plus tard, la voix stridente de panique. Que as-tu fait? Papa est furieux. Il dit que tu poursuis la famille en justice. Je réclame ce qui m'appartient légalement. Il y a une différence. Pour de l'argent. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Non, Margaret. Ils ont détruit notre relation quand ils ont délibérément humilié ma fille pour me punir de ne pas être à la hauteur de leurs attentes. L'argent, c'est juste moi qui reprends ce que mamie voulait que j'aie. Tu es vindicative. Je suis clair. Dis à papa qu'il a 1 semaine pour débloquer les fonds de la fiducie, ou Nathan dépose une plainte au tribunal. Et Margaret, je pensais ce que j'ai dit. Nous ne viendrons plus aux événements familiaux. Ruby mérite mieux que des gens qui utilisent l'amour comme monnaie d'échange. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. 3 jours plus tard, mon père a appelé. J'ai laissé la messagerie vocale. Il n'a pas laissé de message. Ce soir-là, cependant, un chèque certifié est arrivé par coursier, 83 452,17 €. Pas de mots, pas d'excuses, juste l'argent qu'il aurait dû me donner des mois plus tôt. Jake et moi avons regardé le chèque sur notre comptoir de cuisine. Ce n'est pas la fin, cependant, n'est-ce pas? A-t-il demandé. Loin de là. Nathan a appelé le lundi suivant avec des nouvelles. J'ai creusé du côté de Morrison Property, comme je l'ai mentionné. Tes parents ont de sérieux problèmes. Plusieurs plaintes pour discrimination au logement qui ont été réglées discrètement, des rapports de conditions de vie insalubres dans leur logement à bas revenus, et quelque chose d'intéressant sur leurs impôts fonciers. À quel point intéressant? Assez intéressant pour que j'ai transmis les informations aux autorités compétentes. Si ce que je vois est exact, tes parents sous-déclarent leurs revenus depuis des années. Une vague froide de satisfaction m'a envahi. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, nous attendons. Mais Amber, ça pourrait mal tourner. Es-tu sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai pensé au visage de Ruby taché de larmes. À 28 ans à m'entendre dire que je n'étais pas assez bien. Aux mains douces de ma grand-mère et à sa promesse chuchotée que je méritais mieux. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit. La période d'attente qui a suivi a été atroce. Chaque jour, je m'attendais à une nouvelle forme de représailles de la part de mes parents, mais au lieu de cela, il n'y eut que le silence. Margaret a cessé d'appeler. Case a cessé d'envoyer des SMS. Même la famille élargie semblait s'effacer. Ruby, pendant ce temps, a commencé à s'épanouir. Sans la pression des réunions de famille à venir, et le message implicite constant qu'elle n'était pas tout à fait assez bien, elle est devenue plus confiante. Elle a auditionné pour la pièce de l'école et a obtenu le rôle d'un arbre qui parle. Elle a rejoint le club d'art. Elle s'est liée d'amitié avec une nouvelle fille de sa classe dont les parents avaient récemment divorcé,
et qui comprenait ce que c'était quand les familles se brisent. La maman de Zoé est vraiment gentille, m'a dit Ruby un après-midi. Elle a dit que je pouvais venir chez elle ce week-end. Je peux? Bien sûr. Zoé ne voit plus beaucoup son père. Elle dit que c'est parce qu'il n'était pas gentil avec sa mère. C'est pour ça qu'on ne voit plus papy et mamie? Parce qu'il n'était pas gentil? J'ai choisi mes mots avec soin. En partie. Mais aussi parce qu'ils n'ont pas été gentils avec toi, et je ne laisserai personne te faire du mal, même pas la famille. Ruby a traité cette information avec le sérieux de quelqu'un de beaucoup plus âgé. C'est bien. Je pense que les parents devraient protéger leurs enfants, même si c'est difficile. Je le pense aussi, ma chérie. Elle est retournée à ses devoirs, et je suis resté là, émerveillé par sa résilience. Les enfants étaient des créatures remarquables, capables de guérir de blessures qui briseraient des adultes, tant qu'ils avaient quelqu'un qui se battait pour eux. Janvier a apporté un froid glacial et le premier vrai développement dans l'affaire. Nathan m'a appelé au travail, sa voix tendue d'une excitation à peine contenue. Le bureau du vérificateur du comté lance une enquête officielle sur Morrison Property. Ils ont trouvé des divergences dans les évaluations fiscales pour au moins 12 propriétés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton père a probablement sous-évalué ses propriétés pour payer moins d'impôts. S'ils peuvent prouver que c'était intentionnel, ils risquent des amendes substantielles, des arriérés, et d'éventuelles poursuites pénales. Mon estomac s'est retourné. Des poursuites pénales. La fraude fiscale est grave, Amber. Je n'ai pas créé cette situation. J'ai juste orienté les autorités vers des informations qui étaient déjà publiques. Ce sont eux qui ont décidé que cela méritait une enquête. Mais tu savais ce que tu faisais quand tu leur as envoyé ces informations. Oui, a admis Nathan, je le savais. Et je ne le regrette pas. Ton père a bâti sa richesse en prenant des raccourcis et en exploitant les failles. Quelqu'un aurait dû le dénoncer il y a des années. Tu veux que je me retire? La question pesait lourdement dans ma poitrine. Des poursuites pénales semblaient extrêmes, comme franchir une ligne que je ne pourrais pas effacer. Puis, je me suis souvenu de Noël, du visage de Ruby, du sourire serein de ma mère expliquant que le Père Noël n'offrait des cadeaux qu'aux enfants qui étaient vraiment aimés. Non, ai-je dit doucement. Je ne veux pas que tu te retires. Quoi qu'il arrive, il l'a mérité par ses propres choix. D'accord, alors. Je te tiendrai au courant. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma salle de classe vide, et j'ai laissé le poids de ce que j'avais mis en mouvement s'installer. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. La machine de la justice, lente et broyeuse, avait commencé à tourner. Mes parents allaient faire face aux conséquences de leurs actes, de vraies conséquences, qui allaient bien au-delà du drame familial. Une partie de moi se sentait coupable, une partie de moi se sentait puissante. Surtout, je me sentais fatigué. Ce soir-là, j'ai qu'à préparer le dîner pendant que j'aidais Ruby avec ses devoirs de mathématiques. Une vie domestique normale, le genre que mes parents avaient toujours méprisé comme étant indigne de leur attention. Mais assise à notre table de cuisine, regardant la langue de ma fille sortir légèrement alors qu'elle se concentrait sur les fractions, je me sentais plus riche que je ne l'avais jamais été dans la salle à manger formelle de mes parents. « Maman », a dit Ruby en levant les yeux de sa feuille. « Je peux te poser une question ? » « Toujours. »« Tu penses que papy et mamie nous manquent ?» La question m'a prise au dépourvu. « Je ne sais pas, ma chérie. Peut-être. Ils ne me manquent pas. C'est mal ? Non, ma chérie. C'est honnête. » Elle a hoché la tête et est retournée à ses fractions, satisfaite. Les enfants étaient remarquables dans leur capacité à aller de l'avant, une fois qu'ils se sentaient en sécurité. Ruby avait déjà traité ce qui s'était passé et avait fait la paix avec. C'était moi qui portais encore le poids. J'ai qu'à croiser mon regard de l'autre côté de la cuisine et à articuler, « ça va ». J'ai hoché la tête, bien que je ne sois pas entièrement sûr que ce soit vrai. Février est arrivé avec une tournure inattendue. Tante Linda a appelé pour me dire qu'elle avait entendu, par les canaux familiaux, que mes parents prévoyaient de me poursuivre en retour pour diffamation et détresse émotionnelle. C'est n'importe quoi, a-t-elle dit. Ils essaient juste de te faire peur pour que tu abandonnes la plainte concernant la fiducie. Ne les laisse pas faire. Comment pourraient-ils même plaider la diffamation ? Je n'ai rien dit publiquement. Ils prétendent que tu as répandu des mensonges sur eux auprès de parents, et que l'enquête de Nathan était basée sur de fausses informations que tu as fournies.
Comme je l'ai dit, n'importe quoi. Mais Gérald a assez de relations pour trouver un juge compatissant. Ma main a commencé à trembler. Alors, que dois-je faire? Tu documentes tout. Tu t'assures que Nathan a des copies de toutes tes communications. Et tu ne recules pas, Amber, j'ai connu tes parents toute ma vie. Ce sont des tyrans. Ils ne sont dangereux que si tu les laisses t'intimider. Après avoir raccroché, j'ai transmis l'avertissement de Linda à Nathan. Sa réponse est arrivée en quelques minutes, laisse-les poursuivre. La procédure de communication des pièces les forcera à produire des documents financiers qu'ils ne veulent pas rendre publics. Ils bluffent. J'espérais qu'il avait raison. Les semaines suivantes se sont écoulées dans un tourbillon de manœuvres juridiques. Mes parents ont bien déposé une contre-poursuite, comme Linda l'avait prévenu. Nathan a déposé une requête pour la rejeter comme étant futile. L'enquête du comté sur Morrison Property s'est étendue pour inclure d'éventuelles violations du droit au logement. Les médias locaux ont commencé à s'intéresser à l'histoire. En mars, les médias locaux avaient repris l'histoire. Le visage de mon père est apparu aux nouvelles du soir, impassible et furieux, alors que les journalistes criaient des questions sur les violations du logement et la fraude fiscale. Margaret a cessé d'appeler. Case a envoyé un dernier texto, me traitant de traîtresse et me disant que je n'étais plus sa sœur. J'ai bloqué son numéro sans répondre. Ma mère a essayé une approche différente. Elle s'est présentée chez moi un samedi matin en avril, impeccablement vêtue comme toujours, portant un cadeau emballé. J'ai ouvert la porte mais je ne l'ai pas invitée à entrer. C'est pour Ruby, a dit Patricia en tendant le cadeau. Un cadeau de Noël très en retard. Non. Amber, s'il te plaît. Tu as fait valoir ton point de vue. Ne pouvons-nous pas passer à autre chose? Passer à autre chose de quoi, exactement? Le fait que papa et toi ayez utilisé mon enfant pour me faire du mal? Le fait que vous m'ayez volé? Le fait que toute votre entreprise soit bâtie sur l'exploitation de personnes qui ne peuvent pas se défendre? Ces accusations sont sans fondement. Les avocats de ton père le prouveront. Alors, il n'a rien à craindre. Le sang-froid de Patricia s'est légèrement fissuré. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Des décennies de travail, anéanties parce que tu ne sais pas accepter une plaisanterie. Appeler ça une plaisanterie n'en fait pas une, maman. Et je ne détruis rien. Je refuse simplement de vous protéger des conséquences de vos propres choix, désormais. C'est donc ça? Tu nous coupes complètement les ponts. C'est toi qui as rejeté Ruby la première. Tu ne t'attendais juste pas à ce que je réagisse. J'ai fermé la porte. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma mère rester un long moment sur le porche avant de finalement retourner à sa voiture, tenant toujours le cadeau non déballé. Ruby est apparue à côté de moi. C'était mamie? Oui. Tu l'as laissée entrer? Non, ma chérie. Je ne l'ai pas fait. Ruby a glissé sa main dans la mienne. Bien. Les procédures judiciaires se sont prolongées au printemps et jusqu'à l'été. Morrison Property a dû faire face à des amendes substantielles pour violation du droit au logement. L'enquête fiscale a abouti à des pénalités et des arriérés qui ont durement touché les finances de mes parents. Ils ont été contraints de vendre plusieurs propriétés pour couvrir leurs dettes. Le mari de Margaret l'a quitté en juin. Apparemment, il n'était intéressé que par l'argent de la famille Morrison, et avec celui-ci qui se tarissait, son engagement aussi. Elle m'a envoyé un long email décousu, me blâmant pour son divorce. Je l'ai supprimé sans le finir. Case a perdu son emploi chez Morrison Property lorsqu'ils ont dû réduire leurs effectifs. Il avait passé des années à profiter du népotisme plutôt qu'à développer de réelles compétences. Le marché du travail ne lui a pas été favorable. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Ils étaient tous restés là pendant que ma fille était humiliée. Ils avaient tous profité des pratiques commerciales douteuses de mes parents sans poser de questions. Ils m'avaient tous traité comme si j'étais inférieur à eux, parce que j'avais choisi le bonheur plutôt que le statut. En août, j'ai utilisé une partie de l'argent de la fiducie pour emmener Ruby pour ses premières vraies vacances. Nous avons passé une semaine à la plage, à construire des châteaux de sable et à ramasser des coquillages. Elle a plus ri en ces 7 jours qu'au cours de toute l'année précédente. Maman, a-t-elle dit notre dernière nuit, alors que nous regardions le coucher de soleil depuis le balcon de notre hôtel, es-tu triste pour papy et mamie? Parfois. Mais surtout, je suis fier de nous. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'être gentils plutôt que cruels.
Nous avons choisi d'être courageuses plutôt que de choisir la facilité. Ce ne sont pas des choix faciles, mais ce sont les bons. Elle s'est appuyée contre moi, ses cheveux sentant le sel et la crème solaire. Je suis contente que nous soyons partis. Moi aussi, ma chérie. Moi aussi. En septembre, mes parents avaient mis leur grande maison en vente. L'empire immobilier s'était effondré, et ils ne pouvaient plus maintenir le style de vie qu'ils avaient construit. Ils ont déménagé dans un modeste appartement en copropriété de l'autre côté de la ville, le genre d'endroit qu'ils méprisaient autrefois. J'ai appris par le bouche-à-oreille familial, bien que famille signifiait désormais des cousins éloignés et tante Linda, qui avait pris contact pour s'excuser de ne pas s'être exprimée à Noël. Elle avait été horrifiée par ce qui était arrivé à Ruby, mais n'avait pas su quoi dire. Je comprenais. S'opposer à Patricia et Gérald Morrison n'avait jamais été facile. Penses-tu qu'ils ont appris quelque chose, a demandé Linda autour d'un café un après-midi. Je ne sais pas, mais ce n'est plus mon problème. Tu sembles plus légère, a-t-elle observé. Plus heureuse. Je le suis. Éliminer la toxicité fait de la place pour de meilleures choses. Et il y avait de meilleures choses. J'ai eu une promotion au travail. Ruby a rejoint le programme de théâtre local et a découvert qu'elle adorait jouer. Jake et moi avons commencé à prendre des cours de cuisine ensemble le vendredi soir. Notre vie n'était pas luxueuse ou impressionnante selon les critères de mes parents, mais elle était à nous, et elle était bonne. En octobre, Margaret a pris contact avec ce que je supposais être une autre attaque. Au lieu de cela, son email était différent. Je suis en thérapie, a-t-elle écrit. Mon thérapeute m'a demandé d'examiner pourquoi j'ai toujours été en compétition avec toi pour l'approbation de maman et papa, pourquoi je suis resté là quand ils vous ont fait du mal, à toi et à Ruby. Je n'ai pas encore de bonnes réponses, mais je commence à voir des schémas que je n'aime pas. Je ne demande pas le pardon ni une relation. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison sur toute la ligne. Je suis désolé qu'il m'ait fallu tout perdre pour le voir. J'ai lu l'email 3 fois avant de répondre. Je te remercie de partager cela. J'espère que la thérapie t'aidera à trouver la paix. Peut-être qu'un jour nous pourrons parler, mais je ne suis pas encore prête. Prends soin de toi. Sa réponse est venue immédiatement. Je comprends. Merci de ne pas avoir complètement claqué la porte. C'est plus de grâce que je n'en mérite. Novembre est arrivé avec des vents froids et une obscurité précoce. Un an après la catastrophe de Noël, Ruby avait grandi de 8 cm et acquis une confiance que je n'avais jamais vue auparavant. Elle ne posait plus de questions sur ses grands-parents. Quand les enfants à l'école parlaient de leurs grands-parents, elle mentionnait les parents de Jake, qui étaient intervenus avec un amour et une acceptation inconditionnelle. Ce sont mes vrais grands-parents, m'a-t-elle dit avec assurance. Les autres n'étaient que des versions d'essais qui n'ont pas fonctionné. Je n'avais jamais été aussi fier de la résilience de mon enfant. La semaine avant Thanksgiving, une lettre de mon père est arrivée. Pas un email ou un SMS, mais une véritable lettre manuscrite sur son papier à lettres coûteux. J'ai hésité à la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité l'a emporté. Amber, commençait-elle. Pas de chair, pas de chaleur, l'efficacité pure de Gérald Morrison. Ta mère et moi déménageons en Arizona. L'entreprise est dissoute et nous ne voyons aucune raison de rester ici. J'écris parce que ta mère insiste pour que je m'excuse pour l'incident avec Ruby à Noël. Je reconnais que la situation a été mal gérée et a causé une détresse inutile. Cependant, tu dois comprendre que nos actions étaient motivées par le souci de ton développement, pas par la malveillance. Les problèmes juridiques que tu as initiés par la suite nous ont coûté tout ce que nous avons passé 40 ans à construire. J'espère que tu es satisfaite de ta vengeance. Malgré tout, nous restons tes parents. La porte est ouverte si tu choisis de réparer cette relation. Gérald Morrison. Je l'ai lu 2 fois, cherchant un remords réel, un soupçon de compréhension. N'en trouvant aucun, j'ai plié la lettre soigneusement et l'ai placée dans un tiroir. Peut-être qu'un jour je la montrerai à Ruby, comme un exemple de comment ne pas s'excuser. Ou peut-être que je l'oublierai tout simplement. Jake m'a trouvé dans la cuisine plus tard, regardant par la fenêtre notre petit jardin où Ruby apprenait de nouveaux tours au chien du voisin. Ça va, a-t-il demandé, m'enlaçant par derrière. Il déménage en Arizona. Qu'est-ce que tu en penses? Soulagé, surtout. Comme si je fermais un chapitre que j'aurais dû clore il y a des années. Des regrets. J'ai regardé Ruby rire alors que le chien effectuait une pirouette parfaite.
Juste que je ne l'ai pas protégée de plus tôt. Tu l'as protégée quand c'était important. C'est ce qui compte. Thanksgiving est arrivé, et nous avons organisé le dîner pour la première fois. Les parents de Jake, tante Linda et sa famille, quelques amis proches, et Nathan Brigg avec sa femme. Notre petite salle à manger débordait de conversations et de rires. Ruby a dit le Bénédicité, remerciant tout le monde d'être sa famille, la vraie, celle qui aime les gens sans condition. Il n'y avait pas de vaisselle de marque ou de vin cher, pas de sous-entendu de jugement ou de compétition. Juste des gens qui se souciaient sincèrement les uns des autres, partageant un repas et créant des souvenirs. Après le dîner, alors que nous débarrassions, la mère de Jake, Carole, m'a prise à part. Je sais que cette année a été difficile, ma chérie. Mais en te regardant maintenant, tu sembles libre, comme si tu étais enfin sortie de l'ombre. C'est exactement ce que je ressens. Elle m'a serré fort dans ses bras. Ta fille a de la chance d'avoir une mère assez courageuse pour choisir son bien-être plutôt que l'obligation familiale. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti et que Ruby soit endormie, je me suis retrouvé à réfléchir aux 11 derniers mois. J'avais perdu mes parents, 2 frères et sœurs, et la famille élargie qui allait avec. Mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. La certitude que je protégerais toujours ma fille, même si cela me coûtait tout. L'argent de la fiducie était resté presque intact dans un fonds d'études pour Ruby. Une partie avait servi aux frais de justice et à nos vacances à la plage, mais le reste rapportait des intérêts, un cadeau de la seule personne de la famille de mon père qui m'aimait vraiment. Noël approchait de nouveau, apportant avec lui des sentiments complexes. Ruby ne craignait plus cette fête, mais je portais les souvenirs de l'année dernière comme de vieilles ecchymoses, sensibles au toucher. On peut refaire Noël ici, a demandé Ruby début décembre. Avec les parents de Jake et tante Linda? Peut-être des amis de l'école? Ça semble parfait. Et maman, on peut faire du bénévolat au refuge le jour de Noël encore? Absolument. Elle a souri. Cool, parce que j'en ai parlé à des enfants à l'école, et ils veulent venir aussi. C'est d'accord? Mon cœur s'est gonflé. Plus que d'accord. C'est merveilleux, ma chérie. Le matin de Noël est arrivé, clair et froid. Notre sapin n'était pas aussi grandiose que celui de l'ancienne maison de mes parents, mais il était à nous, décoré d'ornements faits main et de lumières scintillantes que Ruby avait soigneusement disposées. Des cadeaux s'étalaient en dessous, chacun choisi avec soin et amour. Ruby a ouvert ses cadeaux avec une joie sincère, s'exclamant devant les livres, les fournitures d'art et le télescope qu'elle espérait. Personne ne comptait les points. Personne ne comparait. Personne ne suggérait qu'elle ne méritait pas ce qu'elle recevait. Au refuge cet après-midi-là, Ruby a organisé les autres enfants en équipe. Ils ont servi de la nourriture, joué à des jeux avec des enfants qui étaient venus avec leurs parents en difficulté, et ont répandu plus de gentillesse en 3 heures que mes parents n'en avaient réussi en des décennies. En la regardant, j'ai enfin laissé s'envoler les derniers fils de colère que je portais en moi. Patricia et Gerald Morrison m'avaient appris une leçon précieuse, bien que ce ne soit pas celle qu'ils avaient prévue. La meilleure vengeance n'était pas élaborée ou cruelle. Ce n'était pas de les humilier en public. Ce n'était pas de regarder leur entreprise s'effondrer. La meilleure vengeance, c'était de construire une vie meilleure qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et d'élever une fille qui comprenait que l'amour n'est pas transactionnel. Sur le chemin du retour, Ruby somnolait à l'arrière, pendant que Jake tenait ma main sur la console. Heureuse, a-t-il demandé doucement. Complètement. Des regrets sur la façon dont tout s'est passé? J'ai pensé à la lettre de non-excuse de mon père, à l'empire immobilier en ruine, au divorce de Margaret et au chômage de Case. J'ai pensé à Noël, il y a 1 an, quand j'avais forcé un sourire, mis le manteau de Ruby, et m'étais éloigné de la toxicité déguisée en famille. Pas un seul, ai-je dit. Pas même un seul. La route devant nous s'étendait dans l'obscurité du soir, mais notre petite voiture était chaude et pleine de gens qui s'aimaient sans condition. Derrière nous, gisaient les décombres de relations bâties sur le jugement et l'approbation conditionnelle. Devant, se trouvait la possibilité et la paix. Ruby s'est agitée dans son sommeil, murmurant quelque chose qui ressemblait à « je t'aime ». Je t'aime aussi, ma chérie, ai-je chuchoté en retour, plus que tu ne le sauras jamais. Et je le pensais. Chaque mot, chaque sacrifice, chaque choix difficile qui nous avait menés ici, à ce moment de contentement tranquille. C'est à ça que la famille devrait ressembler, à ça que l'amour devrait ressembler, ce pourquoi je m'étais battu et que j'avais gagné.
Pas par la vengeance, mais en refusant d'accepter moins que ce que nous méritions. 1 an après qu'ils aient brisé le cœur de ma fille, je lui avais donné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel cadeau sous un sapin, la preuve qu'elle valait la peine de se battre, toujours. L'héritage de cruauté de la famille Morrison s'est terminé avec moi. À sa place, j'ai construit quelque chose de mieux, de réel, quelque chose qui durerait longtemps.